On va tout de suite rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Et là, s'il y a un pont, c'est parce que c'est un sujet qui traite aussi, c'est sous-jacent évidemment, c'est très symbolique, hein, qui traite du lien à faire entre la technologie et l'humain. Et si on fait ce lien, c'est parce que nous, on est éditeur de technologie, mais on n'en est pas moins des humains. Et donc, en tant que tel, évidemment, on se sent aussi une obligation, une sorte de responsabilité par rapport à cette adoption de l'IA en entreprise, qui est de ne pas rendre les choses brutales, mais plutôt douces et agréables et confortables pour les gens. D'où d'ailleurs le nom Zenbaya. Il ne vient pas de nulle part, hein. C'est une société française, Zenbaya, et non pas brésilienne. Et donc Zen, c'est Zen parce qu'on a envie que les BAIA, c'est-à-dire Business Artificial Intelligence Agents, soit zen pour les utilisateurs et pour les entreprises. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Alors, j'ai demandé à notre plateforme d'agents IA, parce que je vous en parlais, on a édité une plateforme, de parler de moi. Donc, elle a scrappé un peu le web et LinkedIn. Et elle est très sympa, ma plateforme, parce que c'est ma plateforme, donc je pense qu'elle a peur de se faire virer si elle n'est pas sympa avec moi. Donc elle a un petit peu enjolivé les choses, mais en gros, pour résumer, j'ai deux casquettes, on va dire, ou deux axes de travaux dans mon parcours. Un axe plutôt marketing, vente, relation client. Donc moi, c'est vraiment le sujet de la relation client, de la relation avec les clients et entre l'entreprise et son marché qui m'intéresse. J'ai écrit un ouvrage sur le sujet qui s'appelle Marketing Zéro, que je vous invite à aller lire, évidemment. C'est un ouvrage sur le marketing expérientiel. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie qui est l'IA, évidemment. Donc dans tout mon parcours, à chaque fois, il y a l'IA. J'ai commencé chez Atos en travaillant, à l'époque, on ne parlait pas d'IA, on parlait de système expert, dans le domaine bancaire en l'occurrence. Et puis ensuite, pendant tout mon parcours, j'ai travaillé dans des entreprises ou pour des entreprises ou sur des sujets d'entreprise pour lesquels l'intelligence artificielle était clé. Donc sans rentrer dans le détail, c'est un sujet que je connais un petit peu. Donc là, actuellement, je suis directeur marketing, commercial et communication de Zenbaya, qui est donc cette plateforme d'agents IA. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est une plateforme, mais en gros, pour dire les choses très simplement, un agent IA, c'est un collaborateur virtuel. Un collaborateur virtuel qui a une forme d'autonomie. Comme un collaborateur, il doit être piloté, il doit être managé, il doit être suivi, il doit être contrôlé, surtout contrôlé peut-être. Mais ça n'en demeure pas moins un collaborateur capable de mener des actions par lui-même en fonction des instructions qu'on lui a données au départ. Et pour pouvoir y arriver, il faut qu'il ait un certain nombre de qualités, comme un collaborateur humain. La première, alors d'abord, il a des soft skills, on va dire, hein, comme un humain. En l'occurrence, il a des LLM qui sont à sa disposition. En l'occurrence, dans Zenbaya, il y a une quinzaine de LLM disponibles. Donc, LLM, c'est Large Language Model, mais vous connaissez tous, je pense, hein, c'est les Mistral, ChatGPT, DeepSeek pour les Chinois, Claude, etc. Donc là, ils sont mis à disposition et chacun a des compétences particulières, enfin des qualités particulières, hein. Typiquement, Claude est très très bon pour coder. Gemini est excellent pour faire des études de marché, par exemple. Donc, voilà. Et ça, chacun donc a ses capacités. Ensuite, il y a plus chez un collaborateur, il y a des soft skills, il y a aussi les hard skills. Les hard skills dans une plateforme, c'est la façon de l'instruire de ce qu'il doit faire. Donc, on va mettre à disposition sur la plateforme des agents ou des assistants ou des prompts ou des catalogues d'instructions qui font que quand vous allez vouloir créer un agent, vous allez quelque part piocher dans des différents prompts, différents blocs d'instructions, plutôt que de tout réécrire à chaque fois à la main, ce qui ne vous empêche pas d'écrire à la main en plus, mais ça vous permet de gagner beaucoup de temps et de bénéficier d'un certain savoir-faire qui a été fait avant vous. D'autres qualités ou d'autres capacités qui sont mises à disposition sur la plateforme, c'est ce qu'on appelle le multimodal. Donc, c'est bien de créer un agent et de lui dire ce qu'il doit faire, à savoir donc remplir une mission sur un processus métier donné, qui peut être un processus métier RH, marketing, vente, production, système d'information informatique, etc. Mais il faut aussi lui donner la possibilité derrière d'exprimer ça sous forme d'un livrable, qui est un livrable interactif, et quel que soit le mode de discussion, donc en l'occurrence de produire des slides, de produire du texte, de produire des images, de scraper le web, de produire du podcast, de produire de la vidéo, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments multimédia et d'outils multimédia qui sont utilisables, actionnables par l'agent, de façon à ce qu'il produise le résultat qu'on souhaite.
La dernière chose qu'on met à disposition, c'est le fait que les agents sur la plateforme sont ouverts. Ouverts, ça veut dire qu'ils peuvent discuter par API, par connecteur, par MCP également, avec soit d'autres agents, soit des applications tierces de l'entreprise, un ERP, un CRM, un logiciel de compta, etc. Et également avec une base de connaissances. Donc, ils ont accès à la base de connaissances de l'entreprise, un SharePoint typiquement, ou un serveur, de façon à pouvoir aller piocher des informations dedans. On va voir que c'est effectivement très utile et très efficace. En l'occurrence, notre plateforme a du coup la possibilité, avec cette plateforme, vous avez la possibilité de créer des agents. Alors ici, j'en ai mis quelques-uns qui sont plutôt des agents marketing commerce. C'est souvent ça qui nous est demandé. Même si on intervient dans d'autres domaines. Par exemple, avec Galileo, le premier logo que je montre ici, on intervient sur plutôt des aspects RH, donc d'accompagnement d'étudiants dans un parcours de fin de cycle scolaire en vue de trouver un emploi. Chez Crédit Agricole, on les accompagne sur des éléments beaucoup plus financiers qui sont de l'analyse de crédit. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, par exemple ici chez 3M ou chez Dalkia autour du marketing et des études de marché, ou encore commerce, accompagnement de commerciaux chez Colissimo et Legrand, donc comment préparer un rendez-vous, comment répondre à un appel d'offres, etc. Ou chez Sage d'acquisition de leads. Donc c'est souvent ces domaines-là, mais pas uniquement. Donc on a au total plus d'un millier d'utilisateurs en B2B aujourd'hui, des grands comptes donc, qui sont cités ici, mais aussi beaucoup de PME et de TPE. Et on a, pour une plateforme qui est lancée depuis 9 mois seulement commercialement, mais qui a été développée depuis plusieurs années, on est à la fierté de pouvoir dire qu'on a déjà recueilli un certain nombre de trophées. Notamment, le plus récent, c'est le trophée Best Digital Workplace de GoToChannel, qui est un trophée très recherché, puisque en fait, c'est le trophée de le monde informatique et de distributique, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un trophée très important pour nous en 2026. Alors voilà, ce qui m'autorise aussi à parler du sujet dont on parle là maintenant, c'est qu'en parallèle de ça, je suis rédacteur en chef adjoint d'un média qui s'appelle IA for Business, qui interviewe des acteurs de différentes natures sur le thème de l'adoption de l'IA, et ce depuis plusieurs mois. Il y a plus de 200 interviews. Je vous ai mis le lien ici si vous pourrez aller voir. Donc là, il n'y a pas de pub, hein, c'est que de l'info en fait. Hein. C'est des interviews, des articles de fond, des white papers sur un certain nombre de sujets autour de l'adoption de l'IA par les entreprises. Et on a interviewé comme ça aussi bien des donneurs d'ordre de grandes entreprises comme Luc Julia chez Renault, qui est le père de Siri, mais également des politiques comme des députés, Éric Bothorel, Cédric Villani. On a interviewé également évidemment beaucoup d'experts du sujet, des SS2I, des ESN, pardon, des agences, des experts en IA, etc. Donc voilà, là vous allez pouvoir retrouver du coup un certain nombre de points de vue, d'expériences concrètes et puis de visions sur le sujet. Et c'est pour ça, et c'est suite à ça aussi qu'on voit monter en puissance le sujet qui est notre sujet du jour, qui est celui de l'expérience client. Alors pour pouvoir en parler, juste quelques mots, je reviens sur ce que je disais, à savoir des agents. On va parler surtout d'agentique. En fait, depuis le lancement de ChatGPT, évidemment, l'usage de l'IA s'est complètement démocratisé. Alors évidemment, chez les particuliers, mais aussi dans les entreprises, et tout le monde utilise un ChatGPT, un Claude, un Gemini, un Mistral, de manière la plupart du temps, 99% du temps un peu anarchique, hein, donc c'est pas véritablement contrôlé par les entreprises, qui pose plein de problèmes. D'une part, des problèmes de sécurité des données, évidemment, mais également des problèmes d'homogénéité de l'utilisation et de conformité aux bonnes pratiques métiers de chacune des entreprises, que ce soit d'ailleurs dans une TPE, une PME, une start-up ou un grand compte. Donc ces LLM, leur adoption d'une manière anarchique comme ça pose problème aux entreprises. Et l'autre problème aussi, c'est que ces LLM, du coup, sont un peu limités parce que c'est le mode de fonctionnement, c'est je pose une question, j'ai une réponse. Or, les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. Le mode de fonctionnement d'une entreprise, c'est un process métier. Donc, je prends le cas du RH, des RH. Process métier, exemple de process métier d'un RH, c'est un recrutement. Un recrutement, il faut définir un poste, un type de poste. Ensuite, écrire l'annonce, poster l'annonce, récolter les CV, lire les CV,
prioriser les CV, envoyer des messages pour avoir un premier entretien, etc., etc. Je passe sur le détail, mais vous avez compris le principe, et c'est partout pareil dans l'entreprise, quel que soit votre métier, vous fonctionnez par processus. Et c'est au sein de ces processus que les entreprises délivrent une valeur. On ne recrute pas de la même façon dans une entreprise et dans une autre entreprise. Et donc, on va créer une valeur qui est la valeur qui donne du sens aussi au travail que l'on fait. Et cette valeur d'entreprise qui se retrouve dans l'espace entre les processus ou à l'intérieur des processus, il est nécessaire qu'au moment où on adopte l'IA, eh bien, les IA puissent l'utiliser, en prendre connaissance et en avoir connaissance pour pouvoir agir et délivrer une bonne exécution. Donc très concrètement, ça veut dire que poser des questions et avoir une réponse, ça ne permet pas d'établir un processus métier et de demander à un IA de faire tout un processus, par exemple, de recrutement. Donc, on arrive à un deuxième niveau d'IA qui est développé depuis maintenant plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois que ça existe, c'est la notion d'agent. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail. Il y a plusieurs types d'agents. On va parler d'assistants, de workflow IA et également d'agents. Je vais dire les choses comme je les ai dites en introduction. Un agent, pour dire les choses, c'est un collaborateur virtuel qui est capable d'exécuter une tâche de A à Z selon des instructions qui lui ont été données, à condition d'être contrôlé, vérifié, checké, et qu'on vérifie effectivement le travail qu'il réalise à chacune des étapes de son processus. Ces agents-là, donc, c'est évidemment plus compliqué de les créer, c'est aussi beaucoup plus compliqué, on va voir, de les faire adopter dans l'entreprise. Juste avant d'en venir là, il y a un dernier niveau qui est le niveau dit de l'orchestrateur. Un orchestrateur, c'est un agent qui pilote des agents. Donc là, on est pratiquement au niveau de la direction de l'entreprise. Un orchestrateur, c'est un agent qui est quasiment capable de piloter, alors pas de piloter seul l'entreprise, mais d'aider la direction générale de l'entreprise à piloter l'entreprise et de piloter des process. On n'en parlera pas ici aujourd'hui parce que ce n'est pas encore totalement au point. C'est en train de devenir au point et notamment le fameux code qui vient de sortir le permet d'arriver à des résultats tout à fait impressionnants sur ces sujets. Mais il faut probablement attendre encore quelques semaines. Ça va venir maintenant très très vite pour voir des orchestrateurs fonctionner vraiment quasiment en stand-alone avec toujours le contrôle, la vérification et les instructions initiales des humains qui, en l'occurrence, veillent à la bonne exécution des tâches qu'ils lui demandent. Donc je vous disais, là, je reviens rapidement dessus, le LLM n'est pas suffisant. Les entreprises ont besoin de l'IA agentique pour avoir, c'est ce que j'ai dit juste avant, pour avoir une capacité d'exécution, pour bénéficier de la capacité assez extraordinaire des IA génératives dans le sein de leur processus métier, quels que soient ces processus. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'IA agentique est en très très forte progression. On a une forte... Alors là, je vous ai donné quelques chiffres qui sont issus d'études sur le marché, que ce soit d'ailleurs dans le monde ou en France, et donc on voit une très très forte progression des projets. Pour autant, donc je passe rapidement, ça c'est une réalité que tout le monde relève, l'IA agentique est vraiment en train d'exploser, mais pour autant, aussi bien on voit bien tous les avantages en termes de productivité, de performance, de capacité à gagner du temps, mais aussi à accélérer le business de ces IA agentiques, aussi bien il y a encore beaucoup de projets qui échouent, du moins qui ne vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qui restent à l'état de POC, qui restent à l'état de phase d'essai sur des petits périmètres et qui hésitent à aller plus loin dans la phase de production. À ça, il y a plusieurs raisons. La première de ces raisons, il y en a trois essentiellement. La première de ces raisons, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes d'IA agentique qui permettent donc de créer des agents et d'arriver à cette qualité assez extraordinaire de résultats. Même on est sur des KPI ou des résultats qui sont parfois tellement impressionnants qu'on a du mal à les croire. Eh bien, avant d'y arriver, la première des choses, c'est qu'il faudrait que les données qui sont utilisées par ces agents soient bien sécurisées, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. La plupart des plateformes agentiques, en tout cas les premières qui ont été créées, je pense notamment à N8N ou Make, n'offrent pas toutes les garanties de qualité de sécurité. On voit que notamment il y a des failles qui ne sont pas forcément très bien. Alors N8N, c'est un exemple, c'est une super plateforme d'agents, mais ils datent un petit peu et ils ont été créés en forme open source. Et il y a régulièrement des failles qui sont détectées chez N8N qui sont corrigées au fur et à mesure, mais on voit bien que cette notion de sécurité des données n'a pas été correctement travaillée. Or,
c'est absolument essentiel parce que quand vous êtes sur un processus métier, tôt ou tard, vous intervenez sur des données sensibles ou des données personnelles. Parce qu'un processus, c'est complet, c'est complexe, et donc forcément, à un moment ou à un autre, vous discutez avec un client, vous discutez avec quelqu'un d'interne, vous notez des noms dans une réunion, etc., etc. Et donc forcément, vous travaillez là, dans l'exemple du processus recrutement que je donnais de mon fil rouge tout à l'heure, ben voilà, à un moment donné, vous êtes sur un CV, c'est des données personnelles. Donc, sécurité des données, ça c'est le premier point qu'il faut traiter, que chez Zenbaya typiquement, et comme dans toutes les plateformes les plus récentes, on traite à fond, et donc qui sont vraiment là très très fortement travaillées, avec des plateformes qui sont sur des environnements souverains. Donc chez Zenbaya, on est chez OVH en environnement hébergé en France, cloud souverain, ou on-premise, c'est-à-dire que c'est carrément les données sont sur le serveur du client, elles n'en bougent pas. Deuxième condition de réussite de ces projets, pour qu'on passe du stade POC au stade industriel, c'est qu'il faut que ce soit facile de créer les agents. C'est qu'il faut que c'est pas si simple de créer un agent, hein. Ça demande des instructions, ça demande des allers-retours, des tests, etc. Donc il faut que les outils qui sont mis à disposition pour créer les agents soient simples, soient faciles d'utilisation par ceux qu'on appelle les builders, hein, ceux qui vont créer, alors qui peuvent être dans l'entreprise, au niveau du service informatique par exemple, ou qui peuvent être des partenaires. Or, la plupart, pareil, des premières plateformes qui ont été créées, proposait des choses assez complexes. Typiquement, si je reviens sur le cas de Make ou de Zapier, par exemple, il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines de formation. Il faut savoir un peu coder, il faut avoir une vraie sensibilité au paramétrage et à l'usage de ce type de plateforme. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, notamment dans le monde des PME et des TPE, et même dans les grandes entreprises, hein. Vous n'avez pas toujours des armées d'informaticiens pour vous aider ou de chefs de projet informatique. Ça, c'est donc la deuxième chose, c'est qu'il faut que la plateforme soit simple d'utilisation. Donc là, pareil, les plus récentes donnent là un accès simple, facile, ergonomique, intuitif et jouent beaucoup dessus au builder pour qu'il puisse créer. Et surtout, il part du principe que le builder ne doit pas être au service informatique, mais il doit pouvoir être également au service métier, au niveau du département métier, quitte à ce que les deux travaillent ensemble, mais pour donner au moins la possibilité au métier de comprendre ce qui est en train de se passer dans la création de l'agent et dans sa maintenance une fois qu'il a été créé. Et la troisième chose, alors je ne vais pas parler des deux premiers, je vous en ai parlé là, c'est terminé, on n'en parlera plus aujourd'hui. Ce dont on va parler maintenant, c'est le troisième point, qui est le point qui monte de plus en plus fort, c'est l'adhésion des utilisateurs. On se rend compte en discutant avec, que ce soit nos clients ou avec nos partenaires ou les gens qu'on interroge sur IA for Business, que la plupart des projets qui échouent, c'est parce que les utilisateurs, au-delà du POC, disent non, non, c'est trop brutal, ça change trop nos modes de fonctionnement, on ne sait pas où on va, etc., etc. Et donc, je ne veux pas, j'hésite, je freine au maximum avant de déployer et avant de rendre la chose exploitable de façon industrielle. Et la première des raisons pour lesquelles, là, il y a quatre grandes raisons, disent-ils, pour lesquelles, là, on est quasiment dans de l'étude de satisfaction, hein. C'est vraiment des choses qui nous sont remontées par le terrain. La première des choses, c'est qu'ils nous disent, on n'accepte pas qu'on nous impose une technologie aussi extraordinaire d'une manière aussi brutale. Ça fait trop. Si c'est une petite technologie qui apporte un petit plus et qu'elle est très différente, on veut bien l'intégrer, mais ça ne va pas trop changer notre métier, donc ça va. Mais là, ça change tellement notre métier, notre façon de fonctionner, que ça ne peut pas être imposé en termes d'interface d'utilisation comme ça, comme quelque chose de nouveau qui vient perturber notre façon de travailler, nos gestes métiers. Et donc, croire que l'IA va tout résoudre simplement parce qu'on met un nouveau logiciel IA dans les mains des utilisateurs, c'est une erreur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils nous disent, c'est brutal. Et puis, c'est brutal parce que les décideurs qui ont décidé de nous faire adopter l'IA veulent tout faire d'un seul coup. Et donc, nous mettent dans les mains une IA qui est capable de changer tous nos process, quels qu'ils soient. Donc, typiquement, c'est Copilot. Copilot intervient dans plein d'applications bureautiques. Et en même temps, il y a tellement de cas d'usage possibles qu'on ne sait plus par lequel commencer et qu'on ne peut pas être suivi correctement pour chacun des cas d'usage. Donc, il s'agit on va le voir à l'inverse, pour y arriver, pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion des équipes, d'y aller pas à pas, étape après étape, et surtout pas de déployer massivement sur l'intégralité des cas d'usage possibles.
Or, c'est un peu la politique qui avait été menée jusqu'à présent. Je mets en place une plateforme, il y a 400, euh, il y a 400 agents présents sur la plateforme, débrouillez-vous avec quelque part, hein. Troisième chose qui est regrettée par les utilisateurs, c'est le manque d'accompagnement, déjà la formation au départ et la formation continue ensuite. Donc on va voir qu'en fait, quand on met en place une plateforme, on ne met pas en place une plateforme, on met en place une solution qui consiste en une plateforme, des agents et un accompagnement humain par des spécialistes, des experts. L'accompagnement, ça peut être des gens de l'équipe interne qui sont formés pour accompagner ou des gens externes. Puis le dernier reproche qui est fait aux entreprises qui veulent aller un peu trop vite dans la mise en place des IA agentiques, enfin dans les premiers projets qui ont été mis en place, c'est que ils n'écoutent pas trop les retours qui sont faits après les premiers usages et il n'y a pas tellement cette nécessité, cette nécessaire interaction. Vous savez, quand vous mettez en place un nouveau produit, une nouvelle technologie, des choses qui changent un petit peu, il faut beaucoup écouter vos interlocuteurs, voir comment on peut améliorer ça, changer. Voilà, il faut être vraiment très doux, encore une fois, très zen par rapport à tout ce qu'on fait quand on intervient sur une conduite de changement. Parce que c'est un changement. À l'inverse, du coup, les piliers, les principes qui reviennent régulièrement dans la bouche des gens qui en parlent, c'est les suivants. Le premier, c'est la clarté. Alors moi, je viens aussi d'une expérience où j'ai travaillé avec des journalistes. Donc la clarté, pour les journalistes, c'est absolument essentiel, la clarté de l'information. Là, en l'occurrence, quand vous mettez en œuvre quelque chose de nouveau, il faut que vos interlocuteurs usagers soient parfaitement au clair avec ce que l'outil qu'on leur donne va pouvoir faire. Or, ce n'est pas si évident que ça. Parce que, je prends l'exemple de Copilot, Copilot peut intervenir dans plein de sujets différents. Mais jusqu'où ça s'arrête? Enfin, jusqu'où ça va? Où ça s'arrête? Quelles sont les limites qu'on peut lui donner? Quels sont les objectifs qu'on lui donne? Donc la clarté du projet initial est absolument essentielle pour obtenir dès le départ une écoute active de la part des différents utilisateurs. La deuxième chose, c'est de restreindre, le deuxième principe important, c'est de restreindre l'usage de la plateforme agentique à un périmètre précis. Ce qui revient d'ailleurs à la clarté, hein. Si vous n'avez pas un périmètre précis, ce n'est pas très clair. Là, en l'occurrence, c'est de dire que le contexte qui va être entré dans l'agentique correspond au périmètre qui a été indiqué et rien d'autre. Donc, un exemple sur cette fois un process de type étude de marché. Ou tiens, voilà, un exemple dans l'exemple de création d'un webinar. Ces slides, je les ai faits avec notre agence, avec notre plateforme d'agents. En l'occurrence, c'est une plateforme avec des instructions. Je vais donner le contexte. Voilà, je vais rencontrer l'agence de développement des Hauts-de-France. Il y a un certain nombre d'interlocuteurs. Voilà ce dont je vais parler, l'expérience utilisateur liée, etc. Peux-tu m'aider à structurer ma démarche? Est-ce que tu as des idées? Et donc, je vais rentrer dans la base de connaissances d'autres interventions que j'ai faites. Voilà, il a fait, à partir de là, il m'a fait une proposition. Alors, il a fait 80% du boulot. J'ai toujours du travail à faire derrière, hein, mais il a fait 80% du boulot. J'aurais pu lui dire en plus, ah bah tiens, et puis fais-moi une étude de marché sur ce qui se passe en termes d'enjeux pour les Hauts-de-France et pour une agence de développement de type celle des Hauts-de-France. Et en quoi ça a un impact, ces enjeux-là, sur ma présentation. C'est pas idiot. Je veux dire, ça a du sens de sortir un petit peu de ce contexte, de monter en quelque sorte en termes de stratégie pour voir jusqu'où on pourrait aller. Sauf que là, dans ce cas, je vais sortir de la ligne conductrice de ce que je lui demande au départ, qui est de m'aider à faire un webinar. Je vais lui demander de faire une étude de marché. Et là, à partir de là, on peut ensuite rentrer encore dans d'autres dérives et d'autres dérivations. On va sortir du contexte initial et ça sera nettement moins efficace. Donc le deuxième principe, vis-à-vis également de l'utilisation qui en sera faite derrière, c'est de rester sur un cadre précis, clair, et dans lequel on ne sort pas du contexte. Ensuite, évidemment, donner la possibilité à l'utilisateur de contrôler. En gros, c'est comme si vous donnez la possibilité à un collaborateur de l'entreprise de contrôler son assistant stagiaire. Ça, c'est une évidence. D'écouter les feedbacks également, la possibilité. Il faut qu'il y ait une écoute des feedbacks, j'en parlais juste avant, dans ce qui n'est pas fait, la surdité,
d'écouter les feedbacks des utilisateurs une fois qu'ils ont commencé à utiliser l'outil. Et puis enfin, le dernier grand principe, c'est qu'il faut impérativement que l'UX que vous mettez à disposition, l'agent que vous mettez à disposition et l'UX, l'interface, soit intégré avec tout le système d'information. Parce que quand on parle d'un agent, on parle de quelqu'un qui va discuter. Quand vous embauchez un collaborateur, vous ne l'interdisez pas de discuter avec les autres services. Bah, c'est exactement la même chose quand vous prenez un agent. Il faut qu'il puisse discuter avec votre CRM, votre ERP, votre base de connaissances que je disais tout à l'heure. Donc ça aussi, il faut y veiller que on reste dans un monde ouvert. Donc ça veut dire qu'en termes d'interface, c'est pas simple à mettre en place. C'est pas une interface standard qui est la même pour tout le monde. C'est obligatoirement une interface qui va être une interface personnalisée. L'interface est clé pour déclencher l'adhésion. UX égale 3x, 3 fois. Ce que ça signifie, c'est que si vous êtes sur une interface spécialisée, le niveau d'adhésion des équipes va très très fortement augmenter. Alors quand je parle d'interface spécialisée, je parle bien d'une interface personnalisée pour chaque use case, pas pour chaque personne encore, on n'en est pas encore là, mais pour chaque use case. Et je vais vous donner des exemples d'interfaces pour que ce soit très clair dans votre esprit. Premier exemple, alors le premier exemple, c'est le plus simple peut-être, c'est le cas où l'agent IA est quasiment transparent pour l'utilisateur. Il fonctionne, il génère de l'information, il génère de la donnée, il génère un livrable, mais sans que l'utilisateur voit une grosse différence avec son mode de fonctionnement habituel, parce que tout simplement, l'agent est intégré, c'est du Zenbaya Inside, vous savez, complètement intégré dans son logiciel métier habituel, qui peut être un logiciel ERP, un CRM, voilà, n'importe quel outil de métier. Et en l'occurrence, donc là, on est sur un logiciel métier qui existe réellement, qui, en l'occurrence, c'est un logiciel de modern selling, et qui a un certain nombre de boutons. Et certains de ces boutons de fonctions sont des fonctions qui appellent un agent. Donc ici, en l'occurrence, c'est un agent qui s'appelle NoteTaker, qui va analyser une réunion, le compte-rendu d'une réunion, l'enregistrement audio d'une réunion, et qui, à partir de là, va délivrer un certain nombre de recommandations sur ce que la personne qui était en réunion devrait faire, que ce soit une réunion commerciale, une réunion interne, etc. Ça, c'est le premier cas de figure où l'utilisateur n'a pas à savoir à la limite qu'il y a un agent. Bon, évidemment, il voit bien qu'il y a un agent derrière, mais il n'a pas à savoir que c'est un agent, il n'a pas à se préoccuper de l'agent, il fait son boulot normal et à la fin de la réunion, il a son rapport et sa synthèse. Deuxième cas de figure qui est assez proche, mais qui se présente différemment parce qu'on est dans un cas d'usage différent, c'est le scrapping par une extension, le scrapping d'une page. Vous travaillez sur une page, ça peut être une page web, ça peut être ici un questionnaire Excel, un tableur Excel. Vous allez demander à l'agent d'analyser le contenu de la page en direct et de vous en faire de vous livrer une information, enfin un travail sous la base d'une instruction que vous lui avez donnée au départ. Alors le cas ici, c'est que je réponds à un questionnaire lors d'une consultation. Donc je réponds à une consultation commerciale, il y a un questionnaire, un cahier des charges si vous voulez. Et j'ouvre le tableur Excel, j'ouvre ensuite mon extension là sur le côté droit, vous voyez, et avec l'extension, elle va lire le contenu du tableur Excel et apporter automatiquement la réponse sur la colonne de droite. On peut faire la même chose avec, par exemple, un profil LinkedIn. Vous allez rencontrer un interlocuteur, vous allez sur son profil LinkedIn, vous ouvrez une extension sur le côté qui va vous donner le parcours, une synthèse du parcours, les thèmes d'intérêt de la personne, son actualité récente qu'elle était cherchée sur le web également, son disque, vous savez, sa personnalité, etc. etc. Voilà. Donc là, on est encore sur un mode de fonctionnement très, très simple, très doux, parce que, évidemment, l'interface, qui appelle un agent, hein, l'interface, elle, est très classique par rapport à ce que l'utilisateur a l'habitude d'utiliser. Autre exemple, là, c'est un listing. Là, c'est pour en l'occurrence, si je ne m'abuse, c'est pour une banque, dans cet exemple, où ce sont des dossiers de demande de crédit. Et donc, tout ce que la banque demande, c'est d'avoir, pour chacun des dossiers de demande de crédit, un niveau de scoring. Donc, l'agent lance un scoring de est-ce que le crédit pourrait être accepté ou pas selon des informations qui étaient rentrées en amont dans un formulaire de demande de crédit par l'entrepreneur.
À partir de là, l'agent fonctionne, travaille, fait une analyse de la demande et fournit un score de oui, non, de go, no go quelque part, et livre ça sous forme d'un tableur Excel qui permet ensuite aux consultants, aux conseillers, de sélectionner les dossiers qui passeront en premier dans la réunion de répartition ou d'attribution de crédit. Un autre exemple là, qui est avec un client qui s'appelle Sage, ce que vous connaissez peut-être, qui est un éditeur de logiciels de comptabilité. Là, le but du jeu, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on leur livre des leads. Alors, pour des tas de raisons, notamment parce qu'ils ont utilisé des campagnes classiques jusqu'à présent qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, ils cherchent, en fait, ce qu'ils essayent d'avoir, c'est des contacts qui, par leur comportement sur le web, notamment les conversations qu'ils mènent sur le web, des conversations sont des données non structurées, hein. Ce n'est pas des mots-clés, hein, c'est vraiment des conversations sur des sujets qui, par leur comportement, montrent un intérêt pour un type d'offre, par exemple une offre de consolidation financière, par exemple ici. Donc, on a un agent qui va sur le web, qui scrape, qui récupère des contacts qui ont effectivement ce comportement et qui, à partir de là, va enrichir le contact, la fiche contact de la personne et qui va donner plein d'informations sur sa carrière, donc un petit peu comme pour LinkedIn, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis également, son analyse de comportement, et puis une préparation de la réunion qu'il va y avoir avec elle, si le commercial parvient à prendre rendez-vous avec la personne, et une stratégie, les prochaines étapes, si rendez-vous il y a eu. Donc là, on est sur encore un autre livrable, qui est un livrable où on communique des cartes, on appelle ça des web cards. Donc c'est un agent qui a travaillé, il transmet juste un lien URL qui donne accès au commercial à ces web cards, qui va ensuite pouvoir appeler la personne, et ce lien est mis également dans son CRM automatiquement. Encore un exemple, là, alors on entre dans des choses qui sont moins transparentes pour l'utilisateur, parce que là, en l'occurrence, il doit faire appel à une console. Ce qu'on appelle une console, c'est une plateforme, enfin, c'est un écran sur lequel vous avez, un petit peu comme sur votre écran de téléphone quand vous l'ouvrez, vous avez des agents qui sont mis à votre disposition. Et en l'occurrence, ici, le sujet, c'est je souhaite pouvoir faire une proposition commerciale. Et donc, j'ai reçu un cahier des charges et je voudrais que mon agent m'aide à faire une proposition commerciale. Donc là, je vais rentrer dans ma console, je vais cliquer sur l'agent qui est l'agent qui me permet de faire une proposition commerciale, qui s'appelle TenderGen. Et je vais ici, dans la partie haute, rentrer tout le cahier des charges, tous les éléments qui sont liés à la consultation, les informations que m'a donné mon interlocuteur, mon acheteur, les informations également dont je dispose moi pour répondre, qui seront dans ma base de connaissances que je mets à disposition de l'agent également, donc qui je suis, mon entreprise, mon offre, d'autres réponses que j'ai faites auparavant, etc., etc. Et après, j'ai plus qu'à cliquer ici sur ces boutons, en touche de piano en quelque sorte, qui permettent de créer en fait chacun des chapitres de la proposition commerciale. Donc j'ai un chapitre qui est description du client, description de la solution demandée par le client, ma société, la solution proposée, les bénéfices, le budget, le ROI, et puis on finit par l'introduction. Et du coup, j'ai ici la proposition complète qui reprend un à un tous les chapitres, une fois que j'aurai cliqué sur chacun d'entre eux. Alors, je procède de cette façon, mais je peux très bien modifier. Je peux très bien directement dire « je veux la proposition complète ». Je peux aussi changer les titres, les chapitres et l'organiser différemment. Par exemple, créer un chapitre spécifique sur les RSE ou sur la sécurité des données, je ne sais pas. Vous voyez, donc, on peut facilement modifier comme ça les instructions qui sont données à l'agent. Mais en tout cas, pour l'utilisateur final, c'est prêt à l'emploi. Le résultat est livré en dessous, donc au format texte, qui va ensuite être exporté automatiquement ou manuellement au format Word dans la charte graphique souhaitée. Et par ailleurs, on peut créer également des slides automatiquement au format PowerPoint pour faire une soutenance, par exemple, à partir de la proposition complète. Alors moi, j'utilise cette console pour mes propres besoins. On a des clients également qui l'utilisent pour ça, et ça ne fait pas tout le boulot, hein. Je précise, c'est comme pour ce webinaire, ça fait 80% du boulot à peu près. Après, il faut relire, notamment la partie budgétaire, la partie solutions proposées. Il ne se trompe pas en général, par contre, il peut ne pas avoir tout bien vu, ou voilà, on peut toujours affiner derrière et améliorer un petit peu les choses. Mais vous gagnez 80% du temps. Ça, c'est factuel. Et donc ça,
proposer cette interface qui est simple d'utilisation et à comprendre, avec cette notion de touche de piano, c'est ce qui permet d'avoir derrière un usage qui est simple. Vous voyez, il suffit de cliquer pour avoir ces slides. Ça évite d'avoir à chaque fois à réintégrer, faire du copier-coller, comme on peut l'avoir dans des LLM, si vous aviez essayé de le faire avec un LLM. Un autre exemple, et j'arrive presque au bout de ma présentation, d'ailleurs je n'ai pas vérifié l'heure, j'espère que je ne suis pas trop long. Je regarde rapidement. C'est bon, c'est bon. Okay. Un autre exemple, c'est cette fois, là plus peut-être dans un monde RH, mais qui peut être aussi commercial, c'est un bot de simulation d'entretien. Alors ça peut être un bot de simulation d'entretien RH avec un candidat ou de présentation d'un projet interne dans le cadre d'une présentation de projet auprès d'un codir ou auprès d'un commercial, peu importe le contexte. L'utilisateur va entrer son contexte ici et de la même façon va avoir, vous voyez, des petits boutons ici et qui vont lui donner l'occasion derrière de discuter avec un avatar qui va se saisir du contexte, de la connaissance qu'il a de l'entreprise via ce qu'on a mis dans la base de connaissances, le RAG, et qui à partir de là va enchaîner une vraie conversation avec l'utilisateur. À la fin de la conversation, il y a une évaluation qui est faite et des recommandations. Voilà encore un autre mode d'interaction avec l'agent. Évidemment, à chaque fois, il faut, pour ça, poser la question aux utilisateurs. Est-ce que c'est comme ça que vous souhaitez voir les choses? Comment est-ce que vous faites d'habitude? Quel serait votre rêve en termes d'interaction avec un agent qui serait votre collaborateur virtuel? Comment vous voyez ça? Tiens, voilà ce qu'on pourrait vous proposer. Puis une fois que ça a été mis en place, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment ça peut être amélioré, etc., etc. Allez, un dernier, je pense, c'est là, dans un monde plus marketing, l'idée, c'est d'avoir un agent qui va automatiquement créer un site web qui, à partir d'une instruction, on part toujours d'une instruction au départ, hein, par vos collaborateurs humains. Le collaborateur humain crée l'instruction qui crée auprès de l'agent qui du coup crée le site web et qui va chaque jour alimenter le site web avec des articles thématiques sur un thème donné, donc qui est le thème du site qui vous intéresse, et qui va automatiquement donc créer des articles qui sont optimisés pour le SEO et pour le GEO. Donc les GEO, c'est les moteurs de recherche, qu'ils soient donc SEO, donc Google classique, ou par les LLM, donc les ChatGPT et compagnie. Et donc ici, vous avez un site web avec un CMS, donc un logiciel de gestion de site complet, créé automatiquement par l'agent, qui est pilotable, qui est vérifiable, qui peut être modifié. Le thème peut être modifié et vous avez aussi la possibilité du coup de créer des interviews, de créer des occasions de contact avec vos interlocuteurs sur le site, ce qui est également bon au-delà de la visibilité et de la crédibilité de votre entreprise pour générer des leads. Voilà, ça c'était donc des exemples d'interfaces utilisateurs qui sont créés donc à la volée. Alors, il faut savoir que ce soit nous ou nos concurrents d'ailleurs, enfin nos confrères, on a tous la même logique maintenant, qui est d'aller vers l'expérience utilisateur et donc d'aller vers ces interfaces personnalisées. Et on a tous à peu près aussi la même logique de déploiement. C'est-à-dire que là, je reviens aussi aux 5 principes de base que j'évoquais tout à l'heure. Le principe numéro 1, c'est d'arriver à sélectionner un ou deux agents, de ne pas commencer en se disant je vais tout faire, je vais mettre en place une plateforme et on verra bien ce qui se passe. Donc là, l'idée, c'est de discuter avec l'entreprise cliente de quels sont les agents avec lesquels on pourrait commencer, ou quels sont les use cases d'ailleurs, parce que l'agence, c'est la solution, quels sont les use cases avec lesquels on pourrait commencer, quelles sont les parties de métier en fait qui seraient vraiment très bénéfiques et très bénéficiaires pour un démarrage de ce type de projet. Ce qui implique de faire en général, ce qu'on fait chez nous, c'est un hackathon d'une demi-journée, ça peut être une journée selon les cas, où on va, selon une méthode précise avec ce qu'on appelle du mind mapping, faire justement un travail de sélection et de choix. Il faut faire un choix. Ce qui n'est pas évident hein, dans les entreprises. Il y a toujours plein de solutions qui sont possibles, et puis il y a plein de raisons aussi, on va dire aussi politiques hein, dans les entreprises, en tout cas de choix stratégiques importants. Et donc il faut arriver à faire apparaître tout ça, faire accoucher ça au travers d'une réunion qui, en général, 4 heures suffit.
Après, on a une deuxième phase qui est de créer l'agent, puis former les utilisateurs et collecter le premier feedback. Donc, dans un mode en général POC, chez Zenbaya, on fait une étape intermédiaire qui est mais que tout le monde n'a pas, qui est un prototype. Donc là, on est sur une phase avant-vente où on fait un prototype où on montre comment ça fonctionne et si l'équipe est d'accord, à ce moment-là, on passe vraiment à la phase 2, on crée l'agent et on fait un premier POC de quelques semaines ou quelques mois en mode normal, mais sur un périmètre réduit. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien collecté le feedback, on va passer en phase 3 qui est une phase d'interaction avec les équipes d'utilisateurs pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc là, on a beaucoup d'itérations, on affine, on améliore, et puis en général, assez rapidement, du coup, on passe en phase 4 qui est d'industrialiser, déployer massivement, et également de passer sur d'autres départements et d'autres agents. Alors si on fait tout ça, ça a quand même un coût hein, pour l'entreprise, et au départ aussi pour nous, parce que on s'investit pas mal en avant-vente, donc il y a un coût. Et si on fait tout ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a la promesse, évidemment, qui est très, très importante, que ce soit en termes de gain de temps, de réinventer son métier. C'est pas que des contraintes, hein. Réinventer son métier, c'est aussi se valoriser soi-même. C'est également très intéressant en capacité à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Très concrètement, j'aurais pas pu faire ce slide sans l'aide de ma plateforme. Etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages à utiliser de l'IA agentique, sans même parler du fait que vos concurrents le font probablement déjà ou commencent à envisager aussi la question. Euh, et donc voilà, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et pour savoir si on ne le fait pas n'importe comment, il faut utiliser des KPI qui sont alors évidemment des KPI d'impact sur le métier, donc, qui sont ceux que j'ai cités en avant, hein, juste avant, c'est la productivité, l'accélération du business, le fait d'aller plus vite, le fait de mieux embarquer les nouveaux arrivants, le fait de donner plus de confort d'utilisation et de travail au personnel, etc., etc. Donc ça, il faut le mesurer. Mais après, il y a des KPI qui sont des indicateurs de succès qui sont spécifiques à un projet de type agentique, qui sont l'adoption, donc le pourcentage d'utilisateurs qui réellement devraient utiliser et qui réellement utilisent quotidiennement l'agent. Deuxième indicateur, c'est la fréquence d'utilisation en regard de ce qui est attendu. Et enfin, évidemment, la satisfaction, donc le Net Promoter Score, vous savez, c'est est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un d'autre? Et puis un feedback qualitatif des équipes. J'en profite d'ailleurs pour dire que le feedback qualitatif, qui est donc le commentaire écrit à la main par l'utilisateur, lui-même peut être évidemment analysé par un agent. Voilà, et quand j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit. En clair, hein, si je devais résumer, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Alors là, je me fais qu'enfoncer une porte ouverte, vous le savez, vous l'avez lu déjà plein de fois. C'est un vrai défi d'expérience par contre, donc c'est pas du tout à négliger. Et en l'occurrence, on se tient à votre disposition pour vous aider. On n'est pas les seuls, hein. Encore une fois, je crois que maintenant à peu près tout le monde prend conscience de cette nécessité. Peut-être la différence de Zenbaya avec les autres plateformes du marché, c'est que nous, c'est dès le début. D'ailleurs, le nom de Zenbaya a été créé pour ça. C'est Zen, il faut que nous, on a vraiment les couleurs, vous voyez, vert et bleu. Il y a ce côté d'accompagnement. On est également beaucoup de partenaires. On travaille avec un écosystème de partenaires très important, parce qu'on ne sait pas tout, hein, on ne connaît pas tous les métiers. Et donc, il faut très souvent travailler avec des partenaires qui sont formés à nos plateformes, à nos agents, et qui, eux, connaissent le métier de nos interlocuteurs et qui sont capables d'accompagner nos interlocuteurs. Mais évidemment, il y a aussi un autre moyen très simple, comme c'est une plateforme qui est très ergonomique et que c'est le cas de toutes les plateformes agentiques, les plus récentes en tout cas, eh bien, c'est que ce soit l'entreprise elle-même qui s'empare de la plateforme pour pouvoir créer ses agents, avec de l'aide, certes, mais pour faire une grosse partie du travail. Voilà, donc moi, je ne saurais mieux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. C'est absolument fascinant, passionnant. Intellectuellement, c'est très riche. Ça apporte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de valeur et beaucoup de confort et de plaisir aux gens qui l'utilisent, à condition, encore une fois, de respecter les piliers dont j'ai parlé et de proposer une interface qui soit complètement personnalisée et qui soit très, très respectueuse de la personne. C'est tout le sens aussi du livre que j'avais écrit il y a déjà quelques années, qui, quelque part, annonçait un petit peu cette révolution qui vient aujourd'hui.